Sur les sites industriels, la maîtrise des accidents majeurs repose en grande partie sur l'étude de danger. Un des objectifs de cette étude est d'analyser les situations dégradées pouvant potentiellement conduire à un accident afin de définir des mesures permettant de réduire les risques à la source ainsi que les conséquences d'un tel événement. En complément des mesures de maîtrise des risques techniques, les facteurs organisationnels et humains sont des éléments clés dans la stratégie visant à éviter la survenue d'un accident et à en limiter les conséquences. Nous vous proposons de réfléchir à ce sujet en vous présentant un événement qui a conduit à une double explosion dans une usine de fusion de métaux. Heureusement, sans faire de blessés graves, mais avec de lourdes conséquences économiques. Pour en savoir plus sur le rôle des facteurs organisationnels et humains, vous pourrez accéder au cours du visionnage du film à 3 modules complémentaires appelés pastilles. Les situations à haut potentiel de gravité, les concepts de sécurité réglée et sécurité gérée, la conscience partagée des risques majeurs. Il vous suffira de cliquer quand ce logo apparaîtra pour lancer leur visionnage. L'événement se passe dans une usine métallurgique qui occupe plusieurs hectares dans une zone industrielle. L'établissement est classé Seveso, seuil bas, et se situe dans un environnement faiblement urbanisé. L'usine est spécialisée depuis 1960 dans la métallurgie de métaux spéciaux tels que le titane, le hafnium et le zirconium. 300 personnes travaillent sur le site. L'exploitant utilise des fours de fusion sous vide à arc électrique appelés fours-var pour fondre et affiner les métaux. Cette technique consiste à fondre dans un creuset en cuivre une électrode de métal grâce à un arc électrique généré entre l'électrode et le creuset. L'ensemble four se compose ainsi. Une électrode constituée d'un lingot de métal assemblé par un système d'accroche à la tige porte-électrode. L'ensemble est refroidi par un premier circuit de refroidissement à l'eau. Un creuset en cuivre relié à l'anode, refroidi par un deuxième circuit d'eau de refroidissement. Une cloche placée au-dessus du creuset qui entoure la tige. Elle est refroidie par un troisième circuit de refroidissement. La cloche est mise sous vide par un système de pompage équipé d'une soupape. Une phase de préparation est nécessaire avant que l'opération de fusion ne commence. Elle consiste à assembler et souder l'électrode, la tige et le système d'accroche. Certaines pièces de cet assemblage sont fournies par un sous-traitant. Le centrage des éléments et une bonne surface de contact sont les garants d'un bon passage du courant. Des contrôles visuels, et à partir du poste de commande, sont réalisés à toutes les étapes du montage. L'assemblage est réalisé en général par 2 opérateurs expérimentés et formés à ce type d'opération. Lors de la fusion, au fur et à mesure que l'électrode se consomme, le métal liquide monte dans le creuset et la tige descend graduellement en maintenant la longueur d'arc constante. Après solidification, on obtient ainsi progressivement un nouveau lingot. L'ensemble est positionné sur 2 niveaux. Le creuset se situe dans une salle entièrement bétonnée en sous-sol, équipée d'une rampe d'explosion qui permet de limiter les effets de surpression. L'électrode et la tige se situent au rez-de-chaussée dans un sas bétonné et ouvert sur le dessus. Un des risques majeurs liés au procédé est la mise en contact accidentelle entre le métal en fusion et l'eau. Cette configuration entraîne d'une part une réaction de vaporisation brutale de l'eau, avec un effet de surpression dans l'enceinte, d'autre part, une oxydation rapide du métal s'opère. Cette réaction produit de l'hydrogène, qui est un gaz extrêmement réactif. En cas d'entrée d'air dans le four, l'inflammation de l'hydrogène peut provoquer l'explosion du four avec une cinétique très rapide. La séquence accidentelle qui nous concerne commence une veille de week-end prolongée. À ce moment-là, seul un des fours VAR est en production. Les autres fours de l'atelier sont en phase de refroidissement. Voilà comment se sont déroulés les événements. À 16 h, la préparation de la prochaine fusion de titane commence. Les opérations d'assemblage de la tige et de l'électrode se déroulent normalement. Les contrôles ne détectent rien d'anormal. À 18 h, le fondeur démarre la fusion.
À 21h15 et 14 secondes, le fondeur est alerté par une alarme signalant une augmentation de la tension de l'arc électrique aux bornes du four. Il vérifie la bonne position de l'arc sur la vidéo de contrôle, mais ne note aucune anomalie. Pendant ce temps, dans le four, en raison d'un mauvais contact électrique sur l'assemblage entre la tige et l'électrode, un amorçage s'initie au niveau de la tige. En 29 secondes seulement, cet amorçage provoque le percement de l'extrémité de la tige jusqu'au circuit d'eau de refroidissement. Un trou de 8 mm se forme. Cette fuite sur le circuit de refroidissement de la tige conduit alors à l'entrée d'eau dans le four, conduisant à la formation de vapeur et d'hydrogène. Une seconde après le percement, la fusion est arrêtée automatiquement après l'identification de perte de vide dans le four par un capteur de pression. Immédiatement après, le fondeur constate une autre alarme, signalant la baisse du débit d'eau de refroidissement de la tige. 2 minutes plus tard, l'appoint d'eau du ballon d'eau de refroidissement déclenche une alarme. Puis, quelques secondes plus tard, l'alerte niveau bas du ballon d'eau de refroidissement se déclenche. Conformément à la procédure, l'agent de maîtrise décide de procéder à l'évacuation de l'atelier et de la salle de commande, restant seul au poste. Dans les secondes qui suivent, des émissions de vapeur de plus en plus intenses sont observables par les caméras de vidéosurveillance retransmises au poste de garde. Cependant, ces vapeurs ne sont pas visibles depuis la salle de commande. 5 minutes après, le défaut « four en surpression » remonte en salle de commande. En effet, en se vaporisant, l'eau de refroidissement entraîne une augmentation de pression malgré le pompage de l'atmosphère du four. Au moment où la pression du four atteint la pression de tarage de la soupape, celle-ci s'ouvre et libère un mélange de vapeur d'eau et d'hydrogène. La pression continue de monter malgré la pompe à vide et la soupape ouverte, car leurs dimensionnements sont insuffisants pour évacuer toute la vapeur et l'hydrogène qui continuent à être produits par l'arrivée d'eau. La pression de rupture des hublots servant au contrôle visuel du four est atteinte. Ils cassent à leur tour. L'atmosphère du bâtiment continue à s'enrichir de vapeur d'eau et d'hydrogène. 13 minutes après l'apparition de la première alarme, conscient que la perte de vide est signe d'une probable fuite sur l'équipement, et afin de limiter l'entrée d'eau dans le four, l'agent de maîtrise décide, dans un temps de réflexion très court et sans consigne définie pour ce type de situation, de couper l'eau de refroidissement de la tige. Il quitte les installations. Après la coupure de l'eau de refroidissement de la tige, la pression chute dans le four, car le pompage est toujours en service. Le four passe en dépression, de l'air entre dans son enceinte, l'atmosphère au sein du four devient explosive en présence d'hydrogène et de l'oxygène de l'air. 5 minutes après la coupure de l'eau d'appoint dans la tige, une explosion survient, accompagnée d'un important dégagement de vapeur. L'enveloppe du four est détruite, le fond du creuset se détache, le lingot tombe dans l'enceinte en béton du four. Le titane en fusion se répand dans l'enceinte, formant une flaque au sol d'environ 10 mètres carrés. Le circuit de refroidissement du creuset étant rompu, mais toujours en fonctionnement, l'eau de refroidissement se déverse sur la nappe de titane en fusion. L'eau oxyde le titane et de l'hydrogène est produit en grande quantité. Rapidement, le mélange hydrogène-air devient explosif. 3 minutes après la première explosion, une seconde explosion, bien plus violente, survient. Elle entraîne la ruine mécanique du four. Fort heureusement, grâce à l'évacuation du personnel et à l'efficacité de la rampe d'explosion qui a permis d'évacuer la pression, l'accident n'a pas eu de conséquences humaines importantes. 3 employés ont été examinés pour des troubles tels que des irritations aux yeux ou des gênes auditives. En revanche, les dégâts matériels sont conséquents. Le four est détruit, le toit du bâtiment et son bardage sont fortement endommagés. Les vitres blindées de la salle de conduite, située face au four, sont cassées. Suite à l'explosion du four, l'activité de fusion est complètement arrêtée. Le coût de l'accident est estimé entre 10 et 13 millions d'euros. Comme nous l'avons vu en introduction, l'étude de danger est un des fondements de la maîtrise des accidents majeurs. Cette étude avait été réalisée conformément à la réglementation en vigueur, en collaboration avec un bureau d'études spécialisé. Différents scénarios accidentels avaient été envisagés, et notamment celui d'une fuite d'eau sur le circuit de refroidissement de la tige. Mais la possibilité d'un amorçage au niveau de cette tige n'avait pas été prise en compte comme initiateur de ce scénario de fuite. En effet, cette défaillance n'était pas documentée dans la littérature. Par conséquent, les mesures de maîtrise des risques existantes se sont avérées insuffisantes pour éviter le percement du circuit d'eau de refroidissement. Elles ont toutefois permis de limiter les conséquences de l'explosion. Suite à l'accident,
L'exploitant a revu son étude de danger. Elle intègre désormais le scénario accidentel complet. Un partage du retour d'expérience a été fait auprès d'autres établissements du même secteur industriel. Creusons un peu plus les circonstances de l'accident. L'analyse de cet événement a montré que l'amorçage au niveau de la tige provient soit d'une défaillance de montage, soit d'une pièce défectueuse en provenance d'un sous-traitant. En effet, l'exploitant a constaté que ses pratiques d'assemblage et de contrôle étaient insuffisamment formalisées. Avant l'accident, les contrôles étaient essentiellement visuels et basés sur l'expérience transmise par les tuteurs. Il n'existait pas de critères de conformité définis dans des procédures. De telles pratiques ne permettent ni d'assurer une bonne homogénéité des contrôles, ni un suivi dans le temps des dérives. Après l'accident, un travail de fond a été entrepris pour définir des critères d'assemblage et d'acceptation des pièces. Il a été réalisé en concertation entre les services techniques de l'exploitant et le sous-traitant, qui détenait une partie du savoir-faire. Les défauts relevés sur la base des plans de contrôle sont désormais tracés et remontés au service HSE. Et les opérateurs dans tout ça? L'accident a permis de mettre en évidence un manque de formalisation et de suivi de la qualité de la formation des opérateurs. Ils étaient formés sur le terrain par un tuteur jusqu'à ce que la compétence soit estimée acquise par ce dernier. Dans ce contexte, comment s'assurer du caractère homogène des messages transmis à chaque nouvelle recrue? Qu'en était-il des messages sur la sécurité? Suite à l'accident, l'exploitant a décidé de formaliser des modules de formation avec les tuteurs et le service sécurité. Ces modules intègrent un volet prévention des risques. Voyons en quoi les opérateurs ont joué un rôle positif. Le fondeur en charge de la conduite du four a su analyser les signes précurseurs de l'événement, malgré une situation inédite de percement du circuit d'eau de refroidissement de la tige. Il a bien réagi en demandant l'évacuation du personnel, conformément à la procédure. Celle-ci a permis de limiter au maximum les conséquences humaines de l'événement. Plusieurs autres facteurs ont pu appuyer la décision d'évacuer. Le fait qu'un exercice de mise en situation avait été effectué la semaine précédente, dans des conditions assez similaires, mais aussi le fait qu'aucun autre four n'était en cours de fusion, ce qui signifie que l'évacuation de la salle de commande n'avait pas de conséquences en termes de perte de production. En l'absence de consignes concernant la coupure de l'eau de refroidissement, les fondeurs en ont pris l'initiative de manière proactive. Cette décision a été difficile à prendre, car la situation n'avait fait l'objet d'aucune analyse préalable. La solution n'était pas évidente. Depuis, après de longues réflexions, la consigne a été complétée. Qu'en est-il du matériel? Le matériel était-il adapté, bien dimensionné? L'accident a montré que la soupape équipant le four était largement sous-dimensionnée pour évacuer la pression générée par l'entrée d'eau. Elle avait été dimensionnée et livrée par le fournisseur du four. L'exploitant ne disposait pas des données afin de vérifier l'adéquation de l'équipement par rapport à ses propres conditions d'utilisation. Heureusement, son attitude interrogative l'a conduit à ne pas prendre en compte cette soupape en tant que barrière de sécurité dans son étude de danger. Cet accident a le mérite de nous rappeler qu'un scénario qui ne s'est jamais présenté peut toujours survenir et qu'il ne faut en occulter aucun. Il révèle l'importance de l'organisation de la formation des opérateurs, notamment par des mises en situation et par la cohérence entre la formation délivrée et les attentes de la direction en termes de productivité et de sécurité. Les relations avec la sous-traitance nécessitent de définir des spécifications et de les formaliser. Des moyens de contrôle fiables et reproductibles sont également nécessaires. Le partage d'expérience apparaît également très important. Dans le cas présent, l'absence de REX sur la survenue d'un amorçage secondaire de la tige a influencé l'analyse de risque préalable. Ainsi, suite à l'accident, l'exploitant a souhaité partager avec l'ensemble de la profession les enseignements tirés de ce cas pour permettre une meilleure prise en compte du risque sur les autres sites. Enfin, cet événement met en lumière le rôle clé que peuvent jouer les opérateurs dans le rattrapage de situations dangereuses et la limitation des conséquences d'un accident. En conclusion, seule une analyse approfondie d'un accident permet de mettre en évidence des défaillances organisationnelles telles que celles qui ont été relevées ici. Cette analyse a abouti à la mise en œuvre de mesures correctives, techniques et organisationnelles, améliorant ainsi de manière durable la sécurité.